Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, on va parler d'Europe centrale, puisqu'aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Thibaut Giblin, spécialiste de l'Europe centrale et auteur de ce livre. Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, et aussi préfacier sur ce livre Comprendre la stratégie hongroise. C'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour Thibaut Giblin. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Thibaut Giblin, effectivement, en France, on entend évidemment parler du cas Orban, comme vous dites, de la Hongrie. Et on sait que la Hongrie, c'est le moins que l'on puisse dire, suit des chemins de traverse. Elle fait partie de l'Europe, bien sûr, elle fait partie de l'Union européenne. Mais elle n'a pas, pour Ursula von der Leyen, des yeux de chimène, des yeux de... on voudrait comprendre un peu parce que, effectivement, Orban, d'ailleurs, se distingue depuis des années de plus en plus de la doxa européenne, notamment sur le conflit Russie-Ukraine, notamment sur les problèmes sociétaux, que ce soit démographie, etc. Et en fait, on voudrait comprendre... Orban, qui est qualifié par certains d'extrême droite, par d'autres de dissident, qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Vous y vivez. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui change, qui est changé dans ce pays qui faisait partie, il n'y a pas si longtemps, enfin ça fait 30 ans, le pacte de Varsovie, du bloc socialiste, de l'ex-URSS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, il faudrait remettre les choses en perspective. Peut-être que c'est pas tellement la Hongrie qui change que l'Europe qui change, et cette Union européenne. Vous preniez le terme de doxa européenne. En fait, c'est celle-ci qui se constitue de manière beaucoup plus, je dirais, rapide et brutale au fur et à mesure qu'on connaît des difficultés importantes en Europe, alors que la Hongrie, elle, et particulièrement Viktor Orban, conserve une espèce de ligne de conduite démocrate chrétienne de centre droit qui est assez similaire à ce qu'il était il y a 25 ans. Si jamais on prend par exemple la question de l'état de droit, qui est aujourd'hui quelque chose de décisif, tout repose sur l'interprétation de l'article 2 du traité de l'Union européenne, qui souligne... Rappelez-le, oui, cet article 2. Donc cet article 2 qui souligne que les valeurs de l'Union européenne sont fondées sur l'état de droit, l'égalité, la liberté, etc. C'est-à-dire des concepts très généraux. Et là-dessus, une interprétation très politisée permet de justifier une centralisation et un durcissement du politiquement correct européen tel qu'il n'existait pas. Si bien qu'aujourd'hui, on condamne la Hongrie pour des griefs qui n'existaient pas du temps, et c'est récent, du temps du traité de Lisbonne, c'est-à-dire en 2009, quand cet ordre 2007 juridique même, actuel... enfin, oui, 2007, puis de 2009 oui, pour l'entrée en vigueur définitive. Oui. Mais alors, justement, essayons d'inventorier. En Hongrie, par exemple, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui dans la pratique, dans le concret, que ce soit dans le concret sociétal de la vie des gens, que dans le concret, dans l'international, effectivement, par rapport à la Russie, l'Amérique, l'Europe, enfin l'Union européenne ou la Commission européenne, pour être très précis. Qu'est-ce qui aujourd'hui différencie la Hongrie, en tout cas telle qu'elle est, par rapport au reste? Eh bien, franchement, vous allez à Budapest, il n'y a pas tellement de différence que ça. C'est pas flagrant. On est dans des sociétés occidentales, avec une Leitkultur partagée. La singularité de la Hongrie, en fait, elle est grosso modo partagée avec les autres pays d'Europe centrale. Et c'est des pays qui sont différents de l'Occident, notamment pour avoir été dans ce qu'on appelle le réfrigérateur communiste pendant 45 ans. Pendant 45 ans, absolument. Ce qu'il y a de différent... Et donc ils jaillissent autrement. Il y a eu 2 générations pratiquement, et bien même sûr, plus. Il y a eu 2 générations, et d'ailleurs cette différence-là elle-même, elle vient se greffer sur le fait que la révolution industrielle, les mouvements libéraux qui ont travaillé l'Europe occidentale dès le 18 et le 19e siècle ont été beaucoup moins pénétrants dans cette région d'Europe, ce qui fait qu'on a quand même des sensibilités qui sont un peu différentes, et des historiens hongrois ont travaillé là-dessus. Ils parlent de cette Europe médiane, de 3 Europes en fait, une Europe occidentale, une Europe orientale qui est le monde russe, et au milieu cette Europe médiane principalement constituée de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. C'est intéressant, Thibaut Giblin, vous dites 3 Europes, donc vous incluez la Russie dans l'Europe. Bien sûr. Dans votre... voilà. Oui. Sauf que, est-ce que la Russie elle-même s'inclut dans l'Europe aujourd'hui? Effectivement, il y a eu un temps, dans les années 2000, où
Poutine avait même candidaté presque à la présidence de l'Europe, mais plus maintenant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment 3 Europes? On peut dire 2 Europes et une Russie. Il faudra toujours, je pense, mettre nos appartenances communes en rapport avec un extérieur. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un Extrême-Orient asiatique, une Chine puissante, un monde hindou, on a un Occident protéiforme, en fait, qui s'est étendu à des pays non européens, même comme la Corée du Sud, le Japon, etc. Donc, s'il s'agit de catégoriser la Russie, eh ben, la Russie, c'est des autochtones d'Europe comme nous, voilà, et de culture chrétienne orthodoxe, comme les Européens des Balkans, avec une trajectoire politique qui est fondée sur des régimes très autoritaires, et ça depuis le début. C'est ça. Alors on va en parler justement, juste après cette petite pause. On va faire l'inventaire un peu de la méthode Orban et de ce qu'elle a donné jusqu'ici. On continue de parler d'Europe et d'Hongrie sur Sud Radio au 0826 300 300 pour intervenir et poser vos questions à Thibaut Gibelin. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Thibaut Gibelin, qui est spécialiste de l'Europe centrale, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve. Et vous avez préfacié, effectivement, de comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orban, et qui est un livre très intéressant, comme le vôtre, pour comprendre ce qui se passe. Alors, revenons sur Viktor Orban, parce que beaucoup d'éditeurs peut-être le connaissent, ou pas très bien, moi non plus, enfin, il faut le dire. Alors, Orban, il est depuis 13 ans à la tête de la Hongrie, c'est bien ça? Tout à fait, oui, depuis 13 ans, sachant que il avait déjà été Premier ministre une première fois entre 1998 et 2002. À l'époque, c'était le plus jeune Premier ministre d'Europe à l'âge de 35 ans. D'accord. Il a commencé sa carrière politique en entrant en fracas sur la scène publique en 1989, en appelant au départ de l'armée rouge. Et donc, ça a participé à l'effondrement du rideau de fer. Ouais. Au moment, effectivement, où l'URSS s'effondrait. Enfin, absolument. Il avait 26 ans et il a rencontré, je dirais, il a eu un sens des changements historiques. Il a clamé ce que désiraient en fait ces populations d'Europe de l'Est. Et donc 8 ans dans l'opposition avant de devenir Premier ministre à la tête d'une coalition de droite, encore 8 ans dans l'opposition de 2002 à 2010. Et c'est ce Orban-là qu'on connaît en fait. C'est le Orban revenu au pouvoir dans la quarantaine avec une expérience de la défaite et aussi de l'exercice du pouvoir. Et en 2010, il arrive au pouvoir avec une majorité considérable. Les 2/3 des sièges à l'Assemblée, donc la possibilité de faire des réformes constitutionnelles. Il y avait une vraie majorité absolue forte. Vraie majorité forte, grand souhait de changement chez les Hongrois qui sentaient qu'ils étaient dans un interrègne depuis en fait tous ces régiments socialistes qui d'ailleurs avaient très mal géré la crise de 2008, ce qui explique en fait cette victoire énorme de 2010. Et là où il faut bien insister, un plébiscite démocratique renouvelé, puisque les élections sont tous les 4 ans en Hongrie, donc en 2014, en 2018, en 2022 encore. Toujours avec de grandes proportions. Et toujours en renouvelant une majorité des 2/3. Ce qui est aujourd'hui en Europe très rare. Ce qui est très rare et ce qui explique je dirais la ténacité de Viktor Orban quand il défend les positions de la Hongrie à Bruxelles. Il défend un consensus démocratique fort et donc une voix européenne pleinement légitime. Alors, quelle est cette voie? Quels sont les paramètres importants, les lignes rouges de cette voie? Les paramètres importants de cette voie, fondamentalement, c'est de considérer l'Europe comme une association d'États membres, d'États-nations. Pas de fédération, pas d'État européen. Il veut pas que l'Europe devienne un pays. Il veut pas que l'Europe, parce qu'il considère que l'Europe n'est forte que de nations fortes. Et que toutes les tendances qui justifient finalement de coiffer les décisions nationales par cette bureaucratisation à Bruxelles, ça aboutit à de l'impuissance et ça aboutit à en fait une contre-performance européenne, ce qu'on voit. Effectivement, le poids de l'Europe diminue dans les affaires mondiales. L'Europe est inaudible parce qu'elle n'a pas de stratégie, tout simplement parce qu'elle n'a que la stratégie des fédéralistes obsessionnels
à la tête des institutions communautaires et non pas le pragmatisme, l'enracinement dans le réel de ces peuples constitutifs. Alors, donc ça c'est une première chose. Donc, il serait contre la Commission européenne telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objet d'une campagne d'affichage qui fait grand bruit en Hongrie. C'est Ursula von der Leyen et Alexander Soros, le fils de George Soros, qui sont affichés partout avec la mention « Nous ne dansons pas comme ils sifflent ». Ils mettent Soros et von der Leyen ensemble. Ce qui avait déjà été le cas pour les élections en vue des élections européennes de 2019. Et là, c'était Jean-Claude Juncker, le prédécesseur de von der Leyen, avec George Soros en l'occurrence. C'était le père, bien sûr, qui est toujours là. Alors ça, c'est une chose vis-à-vis de l'Europe, et c'est pour ça, on sent, il y a des frictions en permanence, et on les entend et on les sent. Est-ce que, justement, est-ce que c'est donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan, par exemple, on l'a vu, Orban aujourd'hui, par rapport à la guerre Russie-Ukraine, est très réticent à continuer d'aider massivement l'Ukraine. Alors là, faut bien comprendre que cette situation assez tendue entre Bruxelles et Budapest dure depuis 13 ans, autant dire que il n'y a pas un conflit, c'est pas de guerre totale. C'est des débats, c'est des échanges. Mais c'est plus que des escarmouches quand même. Et en fait, ça tend à tourner au vinaigre parce que finalement, il y a peut-être un phénomène de chaque partie est prisonnière de son discours. C'est-à-dire que pour l'Union européenne, pour Bruxelles, en tant que pour la Commission, tour de contrôle, garante des traités, tout ce qui ne va pas dans l'UE, il faut un mouton noir. Ce sera Viktor Orban. Pour Viktor Orban, l'hostilité de la Commission européenne est un de ses carburants. On ne peut pas comprendre son triomphe électoral en 2018 et 2022 surtout, alors qu'il y avait de gros problèmes d'inflation, etc., sans comprendre que l'Union européenne est un spectre qui fait peur aux Hongrois parce que c'est le démantèlement de la nation hongroise qui est en jeu. Et ça, c'est un argument très fort. Ils le sentent comme ça. C'était scénarisé. Et le scénario parfois commence à échapper à aux scénaristes, et on a une vraie une pente un peu glissante. Ceci dit, les choses sont relativement sous contrôle. Viktor Orban était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron la semaine dernière. Le président du Conseil de l'UE a fait le déplacement il y a quelques jours à Budapest pour négocier des arrangements, et la Commission a annoncé qu'elle devrait demain valider le versement de plus de 10 milliards d'euros à la Hongrie sur les 28 milliards qui lui étaient dus, parce que la Hongrie a rempli les conditions exigées depuis le mois de mai d'ailleurs. C'était en examen, et la Commission doit reconnaître que ce qu'elle avait demandé à la Hongrie, notamment en termes de libéralisation de la justice, a été acté. Donc on ne va pas vers un divorce, en tout cas. On est sur un jeu permanent d'influence et de négociation. Alors, parlons un peu du côté sociétal et intérieur. Qu'est-ce qui a changé? Je ne dis pas qu'on n'a pas fait la révolution, mais quand même, qu'est-ce que Viktor Orban prône pour la société hongroise? Quelles sont les valeurs qu'il met en avant, et quelles sont effectivement les réformes qu'il a pratiquées pour acter ces valeurs? Fondamentalement, ce qui se passe en Hongrie, c'est un retour du politique. C'est-à-dire que le peuple hongrois, par l'électorat, qui est l'organe par lequel on peut consulter le peuple, décide souverainement. C'est lui qui vient en premier. C'est pas la justice, c'est pas les médias étrangers, c'est pas les capitaux étrangers. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une conscience nationale forte, le sentiment d'une identité exceptionnelle, parce que c'est vrai que la langue hongroise est unique dans la région, et une histoire nationale qui, depuis 500 ans, se fait face à des empires supranationaux. C'est l'Empire ottoman, l'Empire autrichien, les géants soviétiques. On disait austro-hongrois. On disait austro-hongrois pendant 50 ans, parce que l'Empire autrichien a été refondu en 1867, et qu'il y a eu, en effet, une période, un âge d'or de la Hongrie, où les Hongrois étaient à parité, à égalité avec les Allemands. Ceci dit, ça se passe donc avec des réformes concrètes, fondamentalement une réforme de la Constitution en 2011, entrée en vigueur en 2012, qui recentre le projet
ce qu'est la Hongrie sur la famille hongroise, sur des valeurs comme la patrie, le travail. Travail, famille, patrie, ça nous évoque. Mais sans aucune, je dirais, gêne, parce que simplement, c'est des réalités intemporelles auxquelles la Hongrie ne fait même pas attention de l'enraciner dans un contexte historique particulier. Pour elle, c'est 1100 ans d'histoire qui continuent. C'est ça. Ce sont les valeurs qui sont millénaires et qui sont là. Absolument. Pour eux. Absolument. On continue à en parler, Thibaut Gilbelin, après cette petite pause. Et puis avec vous au 0826 300 300, vous nous appelez, vous nous envoyez vos commentaires sur le Facebook de Sud Radio et sur sudradio.fr. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Hongrie, la stratégie hongroise. Thibaut Gilbelin, vous les connaissez, vous vivez à Budapest. Vous avez écrit un livre, déjà aux éditions Fauve, dont on parle. Vous avez préfacé le comprendre la stratégie hongroise, mais je voudrais justement savoir, par exemple, sur le plan de démographie, on était en train de parler de la situation intérieure, de ce que le gouvernement Orban, depuis donc 2010, mais même avant, a commencé à acter. Et on parle beaucoup de la démographie, de l'encouragement à la famille, justement. Vous parlez de la patrie. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? Comment c'est encouragé? Comment c'est acté? La Hongrie a la politique familiale la plus ambitieuse d'Europe. Et même au monde, en fait. C'est plus de 6% du PIB qui passe en dépenses sociales pour les familles. Pour les familles, 6%. 6% du oui, pays. Ça, je crois que nous sommes loin derrière, nous. Oui, et à vrai dire, l'heure est grave, parce que en Hongrie, la démographie a commencé à baisser dès les années 80, sont passés en dessous du seuil de renouvellement, et quand Orban est revenu au pouvoir en 2010, c'était calamiteux, c'était 1 enfant, 11 par femme. D'accord. Ils sont remontés à 1,6. Là, ils se stabilisent à 1,5. Donc, les politiques sociales fonctionnent, pas suffisamment. C'est pourquoi, d'ailleurs, très récemment, cet automne, la majorité législative a adopté un nouveau programme d'aide. Donc, il s'agit de faciliter l'accès à la propriété pour les familles. Il s'agit d'avoir des prêts quand on se marie si on veut faire des enfants, et on ne rembourse pas le prêt une fois qu'on a fait 3 enfants. Les prêts sont pas remboursés après 3 enfants. C'est ça. Les femmes qui font 4 enfants ou plus ne payent pas d'impôt sur le revenu. Du tout. Les familles ne payent plus d'impôt sur le revenu ou les femmes? La femme. La femme, oui. D'accord. Et on est dans cette ligne pour tout ce qui concerne la vie des ménages, l'acquisition des voitures, l'acquisition de biens de consommation, etc. Donc ça, c'est ce que peut faire un État qui cependant respecte la famille comme une institution qui préexiste à l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens. Et de ce point de vue-là, Viktor Orban considère que la nation hongroise vivra si les femmes hongroises le décident. Donc il y a aussi une approche culturelle qui est de réhabiliter finalement ce statut de femmes, de familles nombreuses. Et de femmes au foyer, parce que s'il y a 4 enfants, 3 enfants, il faut s'en occuper. Ou alors l'homme peut s'en occuper, mais enfin c'est plutôt... là, le but c'est que le travail de l'homme permet de nourrir une famille. Notamment, il y a aussi un bouclier pour limiter le prix de l'énergie pour les foyers, pour que justement, par ailleurs, il y a énormément de propriétaires en Hongrie. Ça, c'est hérité de la fin du communisme, c'est que ceux qui occupaient un logement sont devenus propriétaires. Donc ça a facilité évidemment une société de propriétaires. Si en plus vous avez des énergies très peu chères pour le gaz, notamment grâce au gaz russe, eh bien vous arrivez à limiter les dépenses incompressibles, et ça rend possible en fait d'avoir des familles nombreuses, même si on est sur un pays à bas salaire. D'accord, je comprends. Ça change effectivement les choses. Alors, au-delà de la famille, sur le travail, par exemple, sur les rapports sociaux. Alors, sur le travail, on est sur une logique. Viktor Orban parle non pas de welfare state, mais de workfare state. C'est une société basée sur le travail. Entre 2010 et 2020, le nombre de personnes qui travaillent en Hongrie
et augmente de 50%, de 3 millions d'actifs à 4 millions. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Le chômage, en 10 ans, le chômage est résorbé ça marche de telle façon que la Hongrie arrive à s'émanciper de la tutelle européenne. C'est que tous ces fonds européens qui arrivent en Hongrie sont en fait une forme de compensation à ce que le capital qui possède la Hongrie, qui est largement étranger, remporte tous les ans. Et grâce aux investissements, notamment de Corée du Sud, de Chine, la Hongrie arrive à mobiliser suffisamment de capitaux pour ne pas avoir besoin des fonds européens. C'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne, la Commission va valider ce plan et va verser ces sous. C'est précisément parce que la Hongrie n'en a pas besoin. Parce que le but, c'était de mettre la Hongrie à genoux. Et ils n'y ont pas réussi parce que la Hongrie, finalement, a une économie qui est suffisamment dynamique pour se permettre de dire non à Bruxelles. Donc, en fait, il récompense un peu les quelques gestes de bonne volonté qu'a fait Orban en leur donnant 10 milliards. Tout à fait. En fait, vous avez eu plusieurs cycles comme ça. Entre 2010 et 2014, ça a été l'établissement de l'État hongrois actuel, avec nouvelle constitution, la loi sur les juges. L'âge de départ à la retraite des juges avait été avancé de 8 ans pour que les juges issus de la magistrature communiste s'en aillent plus rapidement. Ça avait été négocié finalement, revu à la baisse. Pareil pour les médias, les lois qui encadrent les médias. La stratégie, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Juste un mot, est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis, vous dites, du frigidaire communiste, mais franchement, est-ce que du point de vue de la liberté d'expression, de la liberté des médias, c'est vraiment un pays démocratique où il y a quand même... Alors bien plus qu'en France, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous vouliez une image, les médias sont maintenant à peu près à parité. Ils sont très polarisés, mais moitié favorable à la ligne gouvernementale, moitié hostile. Je dis hostile, c'est il y a des journaux d'opposition, il y a des médias d'opposition. Bien sûr. Alors en fait, ça dépend évidemment du secteur. C'est-à-dire que par exemple, la presse quotidienne régionale est très clairement pro-Orban. La presse sur Internet, et donc tout ce qui est viral, toutes ces informations sur lesquelles la jeunesse... réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup plus dans l'opposition. Pour les nombres de stations de radio et l'audimat que ça fait, c'est relativement équilibré. Pareil pour les télévisions. En fait, il faut bien comprendre qu'en 2010, Viktor Orban était ultra minoritaire. Enfin, les médias qui soutiennent la ligne du gouvernement conservateur étaient très minoritaires. Et en fait, c'est grâce à un travail d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires de droite, qu'ils ont pu faire monter des médias qui portent une voix. Par ailleurs, les médias publics, eux, c'est clair, sont favorables à la ligne gouvernementale. Oui. Alors, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est une liberté surveillée, mais énorme, puisque de toute façon, il est réélu avec, effectivement, le poids que vous avez souligné. Mais ça l'est beaucoup moins qu'en France, d'ailleurs. Un géant comme RTL qui est des partout. C'est des capitaux étrangers, et RTL Klub est la première radio de Hongrie. Imaginez-vous, c'est comme si la première radio de France, les chaînes de télé les plus suivies, étaient des porte-voix de Marine Le Pen en France. L'opposition en Hongrie a des relais médiatiques colossaux. Le problème, c'est que l'opposition de gauche en Hongrie est prisonnière de ses sponsors ouest-européens et occidentaux de façon générale. Dire qu'au lieu de construire un débat public et des propositions dans l'intérêt des citoyens hongrois, et pas seulement d'ailleurs de la bourgeoisie de centre-ville à Budapest, ils se font l'écho des récriminations occidentales. Et de ce fait, ils perdent en pertinence, et ça explique qu'en face, Viktor Orban et le Fidesz performent très bien. Alors, juste un mot de ce point de vue-là. Vous dites que le chômage a pratiquement disparu en Hongrie ? Oui, on est autour de 3%, alors que le chômage était très haut dans la foulée de la crise de 2008. Je vous rappelle que le gouvernement socialiste d'alors avait consenti un prêt au FMI, et que Viktor Orban l'a remboursé de façon anticipée à l'été 2013. Donc il ne doit plus rien au FMI. Il ne doit plus rien au FMI depuis 2013, et nous ne ferons plus jamais appel aux institutions internationales. Et la dette de la Hongrie est de combien aujourd'hui ? Vous savez ? Je ne sais pas.
Ouais. L'équilibre budgétaire est très bien respecté, précisément parce que ils sont dans cette logique de l'Interland germanique, en fait, d'avoir une économie qui est tournée vers l'export, avec une logique de plein emploi, beaucoup de création industrielle, ce qui permet de créer de la richesse. Je crois que nous avons une auditrice. Oui, qui nous appelle depuis l'île de Beauté, c'est Chantal depuis Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal, toujours heureux de vous entendre. Merci André, moi aussi également. Je suis toujours très heureuse quand je peux, parce qu'en travaillant c'est pas évident de vous suivre. Et je remercie votre invité parce que c'est très intéressant. Moi j'avais discuté avec une Hongroise justement, et quand je lui ai écouté, moi, Viktor Orban, je trouve que ce qu'il fait sur la politique familiale, si on faisait pareil en France, ça serait parfait. Elle était assez surprise parce qu'il y a quand même une propagande anti-Orban en France qui est assez extraordinaire. Alors, moi, je voulais savoir le rapport de Viktor Orban par rapport à l'OTAN. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il parlait même d'en sortir, enfin, par rapport d'abord au conflit ukrainien, Ukraine-Russie, il s'était positionné plutôt neutre, et puis pour promouvoir plus la paix que la guerre. Et donc, je voulais savoir comment Viktor Orban voyait ses relations avec l'OTAN. Alors, Thibaut Gibelin. Il n'a jamais été question de sortir de l'OTAN. La Hongrie est entrée dans l'OTAN d'ailleurs sous le premier mandat de Viktor Orban, dans un contexte international qui à l'époque était particulièrement tragique. C'était la guerre que l'OTAN faisait contre la Serbie, qui est un voisin en fait, un pays limitrophe de la Hongrie. Donc premier élément, l'OTAN est une puissance considérable. Et mieux vaut être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxième élément, être dans l'OTAN, c'est la garantie pour la Hongrie d'être intégrée dans la région qui lui est chère. C'est le protectorat américain, enfin ils se contentent de la protection américaine, comme tous les anciens pays communistes. Alors, je ne le prendrai pas comme ça. Je dirais que les Hongrois veulent apporter une contribution substantielle à la sécurité de l'Europe centrale. L'Europe centrale... Ça, c'est un élément de langage, cher Thibaut Gibelin, non ? Je pense que la différence est notable parce que justement, la Hongrie n'entend surtout pas servir les intérêts américains s'ils contreviennent à l'intérêt hongrois. Le but, c'est d'être membre d'une alliance défensive qui défend tous ses membres. Et on a parfois un peu rapidement confondu l'Ukraine avec l'OTAN, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ah, bien sûr. Enfin, les Américains, c'est quand même le bras armé de l'OTAN le plus important. Bien sûr, et de très loin. Et de très loin. Donc, on comprend très bien que les pays communistes, enfin anciennement communistes, aient voulu le bouclier de l'OTAN. Mais il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très intéressant. Quand Orban adopte une politique, on l'a vu bien il y a pas longtemps avec Poutine, ça ne veut pas dire qu'il est devenu le grand copain de Poutine, mais il a une politique assez, je dirais pas neutre, mais équilibrée. Et est-ce que ça plaît à l'OTAN ou pas, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelques frictions, comme vous avez parlé de la friction avec l'Union européenne ? Le problème, c'est de confondre deux choses, qui est une architecture de défense en Europe, ça c'est aujourd'hui c'est l'OTAN qui le joue, et l'OTAN, comme vous le disiez, bras armé des États-Unis. Et c'est vrai. Et là, pour le coup, c'est ce que disait Viktor Orban dans un entretien au Point paru la semaine dernière. Il y a dans l'intérêt des États-Unis une approche manichéenne de la politique, et de désigner une puissance comme étant fondamentalement mauvaise, un ennemi, alors que l'Europe, qui est une terre de vieille culture, amené à cohabiter avec tous ces pays du vieux monde, du vieux continent, connaît la complexité du monde et ne peut pas se résoudre à détester un voisin. Et même si on l'aime pas, en l'occurrence la Russie, même si tout le monde se méfie de la Russie en Europe centrale, personne n'aimerait être voisin de la Russie. D'ailleurs, la Hongrie est très contente de l'existence d'une Ukraine, et l'Ukraine la plus grande possible, parce que ça tient la Russie éloignée. La question de la guerre en Ukraine, elle est fondamentale, on pourrait l'évoquer, mais c'est que la ligne qui est suivie depuis 1 an et demi n'est pas bonne pour l'Europe, et elle n'est pas bonne pour l'Ukraine. L'Ukraine est en train de se suicider, et l'Europe se tire une balle dans le pied. C'est ça, et ça c'est d'ailleurs dit par beaucoup d'observateurs européens, ouest-européens, notamment français et autres. Je crois que nous avons Safia. Ouais, on prendra Safia dans un instant après cette courte pause. Reste avec nous, Safia, tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Lidl.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Thibaut Gibelin, spécialiste de l'Europe centrale et de la Hongrie jusqu'à 14h, et nous accueillons Safia depuis La Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour Safia. André Berkov. Oui. Vous savez quoi ? Quoi ? Je voulais vous souhaiter quand vous savez que je suis une grande auditrice du grand journaliste que vous incarnez, vous êtes une figure de pointe pour moi. Et je voulais vous souhaiter quand même, avec le retard qui se doit, votre anniversaire, d'accord ? Merci beaucoup Safia, c'est très gentil. Et vous savez Merci. qu'est-ce que j'ai fait ? Tout à l'heure, j'ai bombardé à la façon israélienne votre standard pour avoir le cadeau et vous l'offrir. C'est adorable. Écoutez, déjà ce que vous me dites me touche beaucoup et vraiment, Merci de nous élever dans la qualité d'âme, dans notre esprit critique, et vous savez que je bosse à fond mes dossiers. Je sais. Alors, parlez-nous de la Hongrie. Est-ce que vous avez bossé à fond votre dossier hongrois ? Eh ben, il m'a illuminé l'esprit, monsieur Thibaut Gibelin. Oui. J'étais complètement ignare. Il y avait une brutale nécessité psychique par rapport parce que j'ai pas travaillé le dossier. Par contre, ce qui m'intrigue chez Orban, c'est que, effectivement, c'est la qualité des hommes forts, comme un gars, comme celui de Turquie, etc. Et moi, il ne me déplaise pas ce type de personnage. J'aime bien les personnalités. Et donc, pour venir au sujet du jour, moi, je dis, ce qui m'intrigue, c'est cette scission, enfin cette rupture entre notre Europe occidentale avec avec la culture woke, tout le féminisme, enfin tout ce bordel. Et après de l'autre côté, sur le plan de cette Europe méridionale, polonaise, l'Europe centrale, dans toute cette Oui, l'Europe centrale, oui. Oui, parce qu'on doit passer de 27 à 36, apparemment, on est en train de... Oui, ça c'est autre chose, ça encore. Et ce qui vous frappe, c'est quoi, Safia ? C'est la différence entre... Oui. En arrière-plan, André, c'est que j'ai l'impression que, vous savez comment je ressens le pays, c'est qu'en arrière-plan, les valeurs de cette Europe, soi-disant arriérée, avec ses valeurs de famille, de travail et de patrie, elles sont quand même très avec le comment dire, vous avez vu la petite Marine là qui est en train de faire des émissions, ou est-ce qu'on pour les prochaines élections apparemment elle risque de passer, enfin elle risque de rester. Mais est-ce que Safia, juste un mot par rapport à Travail Fabri, d'ailleurs j'ai fait la remarque à Thibaut Gibelin, mais c'est pas, est-ce que franchement, parce que travail, famille et patrie ont été utilisés, on sait comment, par un certain maréchal Pétain entre 40 et 44, est-ce qu'il faut dénigrer et considérer comme obscène la notion de travail, de famille et de patrie? Franchement, est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, je sais, c'est pas ce que vous pensez, mais... Ouais. Pardon? Non, je sais que ce n'est pas ce que vous pensez, je sais bien. Mais... oui, mais le problème, c'est vous saviez qu'on est dans un tissu de consumérisme et où est-ce qu'on doit complètement lobotiser et complètement composter et compoter l'esprit et la puissance intellectuelle du tout venant, de chacun d'entre nous. Et donc, de l'autre côté, moi, j'aime ces civilisations qui ont un enracinement, qui ont des valeurs, bien sûr, parce que ce sont nos valeurs qui font qui on est. Bon, je vous laisse pour que je prenne pas trop de place pour les autres. Non, merci Safia, mais justement, c'est intéressant parce que l'interrogation de Safia, c'est effectivement comment. Alors, je me demandais la Hongrie. Mais les pays justement d'Europe centrale, mais la Hongrie en l'occurrence, puisque c'est le sujet, comment considère-t-il aujourd'hui l'Europe occidentale ? Comment c'est perçu, comment c'est ressenti ? Alors il y a deux éléments. D'abord, vous savez, les étoiles mortes continuent de briller longtemps après avoir disparu. Donc de ce point de vue-là, quand vous demandez à des Hongrois ou à des Polonais ce qu'ils pensent de la France, ce qui leur vient à l'esprit, c'est plutôt les Trois Mousquetaires, Balzac, Édith Piaf, Napoléon, Victor Hugo, etc. Et Alain Delon. Vous avez le choc quand les gens viennent... Thibaut Gibelin, étoile morte, France étoile morte, bravo. Quand les gens viennent dans le Paris d'Anne Hidalgo, ce qui est peut-être le présent le plus cruel, eh bien évidemment il déchante. Mais je dirais que c'est pas la connaissance et l'image que les gens se font de la France et de Paris encore aujourd'hui largement en Europe centrale. La France a encore un il y a un rayonnement prestige, évident. Il y a un rayonnement évident. Ouais. Ensuite, sur le plan des interactions politiques où là tout le monde est très bien informé et sait de quoi il retourne, le poids du noyau carolingien, France, Allemagne, Benelux, est considérable en Europe. Il écrase tout. Donc, on peut pas faire sans.
Ce que demande l'Europe centrale, c'est de pouvoir être différent. C'est de ne pas se voir imposer une mêmeté, une copie à l'identique de l'évolution que connaissent depuis une quarantaine d'années ou un demi-siècle les sociétés d'Europe occidentale. C'est ça qui est fondamental. Parce que la première ambition de la Hongrie, c'est d'abord de sanctuariser sa voix nationale, même si elle est originale, et de défendre un modus vivendi en Europe centrale. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Ensuite, que à l'Ouest, on puisse trouver que des éléments de bon sens ou une certaine méthode politique qui fait ses preuves en Europe centrale peut trouver un écho, tant mieux. Mais ils savent très bien que la Hongrie tomberait dans l'hubris si elle pensait pouvoir être un modèle de société. Oui, mais alors Thibaut Gibelin, franchement, quand même, la Hongrie n'est pas dans la fièvre consumériste que nous avons connue, nous, depuis évidemment les Trente Glorieuses et compagnie. Est-ce que ce n'est pas à leur tour, sortant du frigidaire dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, est-ce qu'ils ne sont pas dans la fièvre consumériste? De ce point de vue-là, aucun idéalisme un petit peu surfait, c'est évident. D'ailleurs, le communisme lui-même était une société matérialiste, athée, etc. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un modèle qui était idéal, très loin, sans faux. Simplement, ils ont rencontré la modernité avec sous des traits tellement brutals que on s'en méfie. Voilà. Et on s'en méfie aussi quand elle vient d'Occident ou d'outre-Atlantique. Aussi bien ce qu'elle est venue de Russie que d'Occident. Absolument. C'est le rouleau compresseur des grands empires. Et face à ça, les Hongrois disent on s'est toujours organisé pour assister aux funérailles des empires qui nous occupaient. Voilà. Mais en revanche, le consumérisme, c'est un problème interne. Et on parlait de compétition économique dans laquelle la Hongrie obtient des bons résultats. Ça se fait à un certain prix, qui est celui précisément d'entrer dans cette lice, dans cette arène de la compétition économique. Et quand il y a une augmentation de la consommation des ménages qui fait augmentation de la croissance, eh ben, on est dans les bons indicateurs, on est dans le vert. Et de ce point de vue-là, évidemment que la Hongrie est pris au jeu, mais comme tous les autres pays, si je puis dire, ce qui importe aujourd'hui, c'est de ne pas prendre l'autoroute pour l'enfer que suit la révolution woke, etc. Donc c'est déjà... Le wokisme n'est pas très présent. La Hongrie est officiellement un pays anti-woke. Donc officiellement dans le sens où c'est vraiment la position d'État, c'est le wokisme n'entrera pas chez nous. Ni l'écriture inclusive, ni tout cela. etc. Exactement. Ils veulent vraiment être en dehors de cette espèce de lame de fond nihiliste. Et s'ils échappent à ça, de même façon, s'ils échappent à l'immigration de peuplement, à l'immigration de masse, juste un mot, l'immigration est très très limitée. Comment ça se passe? Alors, elle est strictement empêchée sur ces entrées illégales qui ont fait que la Hongrie a construit cette barrière face à la frontière serbe, c'est-à-dire pour protéger la frontière de la Hongrie, mais aussi de l'espace Schengen, mais aussi de l'Union européenne. En revanche, ça c'est un point récent. La Hongrie fait depuis quelques mois, c'est très récent, ce que faisaient De Gaulle et Pompidou dans les années 60, c'est-à-dire une politique d'immigration de travail avec des gens qui viennent pour un titre de séjour, qui sont même logés dans des résidences spéciales, tout est organisé. Pour une raison choisie de travail. Oui, alors c'est un jeu dangereux parce qu'une fois qu'on a intégré dans la masse de travail une certaine quantité de population immigrée, comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir une société d'immigration de fait ? Mais regroupement familial ? Alors le regroupement familial, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais dans la mesure où la Hongrie est sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un droit que peuvent invoquer les travailleurs. Simplement, les agences de recrutement qui organisent ça et qui sont en cheville avec le gouvernement hongrois essaient pour l'instant de marcher sur la corde raide. Il faut bien comprendre, et là c'est un enjeu vraiment fondamental, c'est que la Hongrie est amenée à cela parce qu'elle est sous une pression financière considérable, notamment donc de Bruxelles, qui voulait la mettre à genoux. C'était les mots de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais en 2021. Nous voulons mettre la Hongrie à genoux. Et pour ne pas tomber à genoux, la Hongrie a joué les partenariats économiques avec des usines énormes, notamment coréennes et chinoises. Et c'est par cette injection de liquidité et en jouant sur cette multipolarité que la Hongrie évite d'être le cul-de-sac de l'Occident et d'être soumise aux diktats du politiquement correct bruxellois. Voilà pourquoi il faut lire le livre de Thibaut Gibelin,
qu'on rappelle le livre de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, et le nouveau livre dont vous avez écrit la préface, Comprendre la stratégie hongroise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. D'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain pour la dernière émission de l'année déjà, entre midi et 14h. Oui. Vous savez, il faudra aussi prendre nos vacances. J'attends le Père Noël. Je ne sais pas encore ce qu'il va m'offrir, mais on va le voir. Est-ce que vous avez été sage, André? Toujours, vous savez, moi, la sagesse. Et tout de suite, vous avez rendez-vous. C'est une seconde dimension. Avec Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.